Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux. Avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour parler d'un sujet qui nous concerne tous en tant que famille multiple, c'est la question de la place de chacun au sein de la fratrie. Pour en parler, j'ai eu la chance de recevoir Marie Lamarque. Marie est psychologue, docteur en psychologie et c'est l'une des toutes premières en France à avoir mené une étude scientifique consacrée aux relations dans les fratries multiples. Aujourd'hui, elle accompagne les parents de jumeaux, mais aussi les jumeaux eux-mêmes, à tous les âges de leur vie, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Alors évidemment, vous vous en doutez, j'avais énormément de questions pour elle. Dans cet épisode, on a d'abord abordé la question de l'individualité des enfants, comment les accompagner à tout âge sans nier leur lien de gémellité. On a aussi parlé des dynamiques relationnelles qui se jouent entre eux, avec les différences possibles selon le type de jumeaux, selon les sexes et les particularités pour les triplés. Et enfin, on a abordé la place des autres enfants dans la fratrie, c'est-à-dire les frères et sœurs de multiples. Avant de démarrer, je vous rappelle que si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Parce qu'évidemment, c'est ce qui nous aide le plus à faire grandir Coup Double et à le faire connaître auprès d'autres parents de multiples. Alors maintenant, je vous laisse avec Marie et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, la première fois du coup qu'on a échangé, j'attendais depuis très longtemps du coup d'échanger avec un ou une psychologue et je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, notamment du fait de ta spécialisation. Tu vas nous en parler un peu plus. Est-ce que justement pour commencer, tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à te spécialiser dans l'accompagnement des jumeaux, des triplés et plus. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui déjà, c'est super chouette. Donc moi je suis Marie Lamarque, j'ai fait ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2016 sur la question des pratiques éducatives parentales des parents de multiples et sur l'accompagnement et sur les relations entre les enfants jumeaux âgés entre 3 et 5 ans. Donc je me suis spécialisée sur cette thématique parce que je me suis rendu compte qu'en France il n'y avait pas de travaux sur ces thématiques-là et les travaux qu'il pouvait y avoir, les travaux scientifiques sur cette thématique-là, remontaient en fait aux années 60 avec les travaux de Zazo. Et il y a eu une équipe en 1990 qui a fait des recherches françaises sur les pratiques éducatives des mères de jumeaux chez les enfants de à peu près à la naissance, de la naissance à 3 ans. Donc il y avait un grand champ de recherche qui était totalement inexploré, ce qui m'a amené du coup à me spécialiser sur comment est-ce que les jumeaux pouvaient, les relations entre eux, ça les développer, comment ça se manifestait et comment les parents de jumeaux aussi se positionnaient par rapport à leurs enfants. Ça marche. Donc de ton côté, tu n'es ni issue d'une fratrie de multiples, ni maman de multiples, mais c'est simplement cette curiosité et la découverte du fait qu'il y avait pas grand-chose au final dans les recherches sur les multiples qui t'ont poussé toi à être spécialisée là-dedans. C'est ça, exactement. En fait, sur mon master 1, en fait, j'avais un mémoire de recherche à faire, donc j'avais choisi la thématique de la fratrie. Et c'est vrai qu'en faisant ces recherches-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand champ de recherche inexploré. Et comme j'ai pu avoir un financement du coup pour faire ma thèse, je me suis lancée sur cette thématique-là. Concrètement, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste justement ton accompagnement ? Est-ce que toi, tu reçois plutôt des enfants, des adolescents, des adultes ? Et avec quel type de problématiques est-ce qu'ils viennent te voir le plus souvent ? Alors, donc moi, dans ma pratique, je reçois donc des enfants, des adolescents et des adultes. Je reçois aussi pas mal les parents de jumeaux aussi pour des conseils. Souvent, ça va être sur des conseils en fait de l'annonce finalement de la grossesse multiple et sur les débuts de la parentalité. Et aussi, j'accompagne beaucoup les enfants par rapport notamment à la question de la place dans la fratrie.
Ça, c'est une des thématiques finalement que j'accompagne le plus chez les enfants, chez les adolescents, et j'accompagne aussi pas mal les adultes qui sont aussi en quête de leur place en fait dans leur relation de couple, parce que je vois bien que finalement il y a beaucoup de choses qui sont inhérentes finalement au couple gémellaire et qui font que ça peut être problématique à des moments de la vie en fait, à tout moment de la vie. Euh, Nous, on entend aussi souvent parler en tant que parents de jumeaux qu'un des grands enjeux pour les jumeaux, c'est justement de préserver cette individualité. Comment est-ce qu'on peut favoriser l'individualité de chacun déjà dès la petite enfance, sans non plus nier le fait qu'ils soient jumeaux ou triplés, en tout cas multiples? Alors en fait, cette question-là de la place, évidemment, elle est importante parce que les jumeaux ou les triplés ou plus, quand ils arrivent au monde, ils arrivent pas tout seuls, ils arrivent à deux. Donc déjà, dès leur conception, ils sont à deux, à trois ou plus. Donc évidemment, la question de la place, elle est fondamentale. Euh, En fait, ce qui est hyper important dans ce que j'observe chez les parents, c'est que très rapidement, donc c'est ce que j'ai appelé le principe d'équité. Les parents en fait vont vouloir à tout prix essayer de ne pas de faire en sorte de maintenir la place de chacun en fait, mais tout en maintenant cette dynamique gémellaire. Oui, Voilà. Donc ce qui va parfois se poser, c'est que les parents vont vouloir à tout prix être équitables avec leurs enfants. Mais parfois, en voulant être très très équitable avec chacun des enfants individuellement, on en oublie un peu la spécificité de chacun. Par exemple, donc l'exemple que je vais souvent donner, parce que celui-là m'a beaucoup marqué et je trouve qu'il illustre bien ce principe d'équité, un papa me racontait que par exemple, il allait prendre sur la balançoire un de ses deux jumeaux, il allait compter 10 poussées et ensuite changer l'enfant, prendre l'autre enfant et compter 10 poussées pour être équitable. En fait, il y a cette recherche d'équité qui est permanente chez les parents de multiples, parce que j'ai observé ça aussi chez les parents de triplés que j'ai pu interroger. Mais c'est vrai qu'au final, on se pose des fois pas forcément la question, quel est le besoin spécifique de l'enfant? Parce que par exemple, le premier jumeau avait peut-être plus envie d'être poussé sur sa balançoire que le deuxième. Mais comme on veut absolument être équitable pour favoriser justement ce lien, on peut en oublier finalement les spécificités. Donc c'est comment donner de la place? Bon, ben, évidemment, je pense que la priorité, c'est de faire confiance aussi à ses enfants et de voir aussi qu'est-ce que eux ont besoin à chacun des moments. Et ça veut dire parfois ne pas forcément être équitable. Mais c'est aussi faire confiance à ses enfants, par exemple. Euh, on voit souvent aussi des exemples, les enfants vont par exemple se disputer pour avoir la place derrière le parent derrière la voiture. Par exemple, aujourd'hui c'était moi, ben non, hier c'était lui, donc aujourd'hui je veux que ça soit moi. On va voir souvent ce type de choses qui vont apparaître dans les discours. Et c'est vrai que les parents vont souvent se dire, oh c'est rien, c'est qu'une place. C'est bon, c'était hier, c'est pas grave. Alors que finalement, si, parce que chacun défend aussi sa place. Et c'est par ce type de biais-là que justement, on peut par exemple dire, ben, hier c'était toi, donc aujourd'hui, ça sera l'autre. Vous voyez? Mais du coup, c'est vrai que ça demande une gymnastique mentale pour les parents, ça c'est clair. Mais le fait de tenir les comptes, ça peut aussi aider les enfants à trouver leur place finalement. Mais il y en a plein des exemples comme ça et je pense que ça passe justement par, même si ça représente, je pense, une charge mentale supplémentaire pour les parents, parce que j'ai conscience hein, que c'est, oui, hier je sais pas qui était derrière moi, mais c'est important de pouvoir poser ces choses-là parce que ça vient aussi pour les enfants dire, oui, mais là c'est ma place à moi. Donc évidemment, c'est important, je pense, de tenir les comptes. c'est ça. Donc en fait, ce serait tenir les comptes quand il y a des choses qui leur tiennent à cœur à tous les deux et ne pas chercher forcément l'équité quand eux ne recherchent pas forcément la même chose l'un et l'autre. C'est ça. En fait, c'est de pouvoir être à l'écoute aussi de quel est le besoin à l'instant T. Par exemple, il y a une maman de triplé qui me disait, par exemple, s'il y en a un qui vient dormir avec elle la nuit parce que pour une raison ou pour une autre, elle se sentait un peu obligée de donner plus d'affection aux deux autres dans la journée. Alors que c'était pas forcément nécessairement un besoin de eux, mais c'était pour la maman de se dire je veux être absolument équitable avec mes trois enfants. Ouais. Elle avait ce besoin de compenser, Oui, même si ses enfants, eux, n'en exactement. ressentaient pas forcément le besoin. Oui. Et justement, après, en grandissant, comment est-ce que un enfant ou un ado peut, lui, apprendre à exister en dehors de son duo ou ce trio, en tout cas de sa fratrie multiple?
Alors, il faudrait se poser la même question avec une fratrie où il y a un écart d'âge. Cette question, elle se poserait pas nécessairement, puisque finalement, chacun va avoir ses centres d'intérêt, chacun va avoir ses envies, ses besoins, son groupe d'amis, chacun va avoir ses activités, etc. Donc souvent, on se focalise sur le fait que parce qu'ils sont jumeaux, il faut absolument les différencier, il faut absolument... Enfin, il y a toutes ces injonctions qu'on va se poser, qui sont tout à fait légitimes, parce que on ne sait pas forcément toujours comment ça fonctionne, et puis il y a quand même beaucoup de fantasmes aussi autour de la gémellité. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de leur faire confiance et de voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller en fait. Donc ça peut être de proposer, par exemple, nous en tant que parents, par exemple, ça peut être des petites activités, mais toutes simples. Hein. Par exemple, là je pars à la boulangerie, je vais chercher du pain. Lequel des deux, est-ce qu'il y en a un qui veut m'accompagner? Est-ce que les deux veulent m'accompagner ou pas? Enfin, et de voir, de les laisser aussi être acteurs aussi de la place qu'ils ont envie de prendre. Tant que, en fait, il n'y a pas de problématique finalement dans le lien social, dans les acquisitions à l'école, si on voit que, ou à la crèche, enfin, si on voit que le couple gémellaire n'entrave pas les acquisitions ou n'entrave pas les relations aux autres, en soi, il n'y a pas de... Si eux, ils sont OK pour être soudés, par exemple, ou être tout le temps ensemble, s'il n'y a pas de problématique par ailleurs, en soi, il n'y a pas besoin de forcer la séparation ou de forcer des activités différentes, parce qu'ils sont aussi dans leur relation, et c'est à eux aussi de se positionner l'un par rapport à l'autre, évidemment, s'il n'y a pas d'interférence par ailleurs. Ou si, par exemple, il n'y en a pas un qui prend toujours l'ascendant sur l'autre. Justement, pour rebondir là-dessus, comment est-ce que nous, en tant que parents, on peut observer les signes qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille de savoir s'il y en a un qui prend justement l'ascendant ou l'autre qui a du mal à trouver sa place? Comment est-ce qu'on peut observer ça? Donc, ce que moi j'observe souvent dans les consultations que je fais, notamment avec les enfants, notamment, par exemple, je vais être amenée à être consultée parce que un des deux jumeaux, par exemple, présente des signes de colère ou est plus colérique ou traduit une forme de mal-être en fait. Et ça peut chez les petits, hein, ça va passer notamment par la colère, beaucoup plus de colère, etc. Ça peut se traduire par ça peut se traduire par l'équipe pédagogique qui va entourer les enfants aussi, qui eux voient les enfants en dehors de la famille. Par exemple, on voit que lui, il est plus en retrait ou qu'il a du mal à aller vers les autres. Ou par exemple, lui, on voit qu'il a de super compétences, mais finalement, il se restreint parce qu'il veut être au même rythme que son frère ou que sa sœur. Ça, c'est des signaux sur lesquels il faut être vigilant parce que du coup, ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas forcément à la bonne place, en fait. Et ce que j'ai observé, voilà, c'est que par exemple, s'il y a un des jumeaux, par exemple, qui va pas être bien, et notamment exprimer ça par la colère, par exemple, ce que j'observe quand les parents m'amènent cet enfant en consultation, c'est que juste finalement le fait de dire, bon mais bien, on va t'amener voir un psychologue, parce qu'on sent que t'es pas très bien, donc on va prendre du temps qu'avec toi, on va t'amener rien qu'à toi chez le psychologue. Donc j'amène les parents à dire le psychologue c'est le docteur des secrets, c'est le docteur des émotions. Et finalement de lui donner une place rien qu'à lui, en entendant un peu là t'es pas bien donc on t'entend. Juste des fois le fait de faire ça, 3-4 séances ça suffit pour dire en fait ok on m'a entendu finalement dans le mal-être que je pouvais traduire en fait. C'est de donner cette place et souvent de proposer en fait un moment juste exclusif avec cet enfant-là. Et ça, souvent, c'est suffisant. Et c'est vrai que moi, dans les consultations de jumeaux, c'est très rare que je reçoive les deux. Souvent, j'en reçois qu'un seul. Et si j'estime que le deuxième a une nécessité d'un suivi, généralement, je l'oriente vers quelqu'un d'autre. Comme ça, je propose à l'enfant que j'accompagne initialement de lui offrir un moment juste à lui. Et que à lui. Et parfois, j'accompagne la fratrie. Enfin, je fais intervenir le jumeau ou la jumelle pendant ces consultations uniquement parce que le jumeau que j'accompagne ou la jumelle que j'accompagne présente un besoin temporaire de pouvoir exprimer quelque chose à son frère ou à sa sœur, mais qui ne sait pas le faire en dehors. Mais autrement, je focalise en général mes consultations sur un enfant pour vraiment lui permettre d'avoir cet espace que à lui. Et ça, généralement, ça permet de donner la place. Et du coup, tu disais, tu reçois pas son frère jumeau ou sa sœur jumelle, Alors, tu l'orientes vers quelqu'un d'autre. oui. Alors après, ça dépend. Ça dépend vraiment de la situation. Mais oui, en général, oui. Parce qu'en fait, comme dans une thérapie, par exemple, individuelle avec un adulte Mm. qui va présenter des problématiques dans son couple, je vais pas recevoir le conjoint.
ou la conjointe. Je vais orienter le conjoint ou la conjointe ailleurs pour que chacun ait son espace. Mais si, par exemple, j'estime que l'autre a besoin de cet espace-là pour pouvoir dire quelque chose à son conjoint ou sa conjointe, je prendrai cet espace-là. Mais ça marche pareil en fait avec le couple de jumeaux, ça fonctionne un peu pareil en fait. Justement sur ces dynamiques un peu relationnelles au niveau justement des couples de jumeaux ou des trios de triplés, est-ce qu'on observe toujours un peu ces places de leader, suiveur, dominant, dominé? Est-ce qu'on l'observe dans tous les duos de jumeaux ou c'est que chez certains d'entre eux? Ça s'observe régulièrement. Ouais. Ça s'observe régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être sur des domaines de compétences un peu différents. Il y en a un qui va être peut-être plus dominant, par exemple, sur tout ce qui va être extérieur au couple, sur le social, etc. Et l'autre qui sera un peu plus dominant à l'intérieur du couple. Ou ça va être par alternance. Ça va être une semaine, lui, il va être beaucoup plus vers l'extérieur, et la semaine d'après, ça sera l'autre. En fait, c'est des dynamiques qui sont tout le temps en train de changer, qui sont assez intrinsèques au couple. C'est des choses voilà, qui s'observent assez fréquemment, qui s'observent depuis longtemps. Mais là où il faut être vigilant, c'est que ça ne s'instaure pas de manière fixe et figée. Il faut observer qu'il y ait du mouvement. Si c'est fixe et si c'est figé, ça va les inscrire dans quelque chose qui ne sera pas forcément adapté. Là où il faut être vigilant, c'est juste de voir est-ce que ça alterne, est-ce que chacun a sa place, est-ce que chacun peut avoir des espaces sur lesquels il va être un peu plus leader que l'autre, est-ce que ça bouge. Si ça bouge, c'est ok. C'est comme dans une fratrie ordinaire, finalement, dans une fratrie ordinaire ou dans des couples, ou dans tout type de relation ou entre amis, il y a des moments où on va être plus moteur que l'autre et ça va switcher. Là où c'est plus problématique, c'est quand c'est instauré et que ça bouge pas. Justement, quand c'est instauré, que ça bouge pas, pour éviter que ça s'installe trop profondément, est-ce que toi, t'as des clés pour éviter ça? Ben déjà d'en parler avec aussi les enfants pour voir est-ce que vous, ça vous convient. Est-ce que c'est un fonctionnement qui vous satisfait? Alors pour les plus petits, c'est un peu plus compliqué, mais très rapidement, en fait, on peut parler avec nos enfants, il faut parler de tout, faut pas hésiter à les considérer comme des petits adultes aussi, mais de voir avec eux aussi si c'est problématique. S'ils sont à l'école aussi, ou s'ils sont bah, en crèche, peu importe, mais c'est de voir aussi avec l'équipe qui les entoure au quotidien, de voir aussi est-ce que c'est problématique dans le groupe de pairs, est-ce que c'est problématique dans les acquisitions. Si ça l'est, à ce moment-là, je pense que ce qui est important, c'est de faire appel à une personne extérieure, un psychologue, pour aussi pouvoir justement remettre aussi des choses en place. Est-ce que c'est quelque chose qui s'ancre et qui va être difficile aussi pour la suite pour celui qui est toujours un peu en retrait, ou est-ce que c'est un fonctionnement qui est ok parce que lui, c'est sa place qui est comme ça et c'est quelque chose qui est satisfaisant pour lui. Là, justement, on a beaucoup parlé d'une dynamique voilà, de duo. Est-ce que, à l'inverse, tu observes aussi beaucoup des dynamiques où il y a aussi séparation entre les jumeaux et où l'un ou les deux souffrent de cette séparation, que ce soit à l'école, pendant les études ou autre, mais est-ce qu'il y a des fois aussi des souffrances du fait de la séparation? Oui, il peut y en avoir. Il peut y en avoir, évidemment. Euh, Après, voilà, c'est par rapport notamment aux séparations, je pense qu'il faut attendre aussi que les enfants soient prêts, qu'ils en aient envie. Si c'est problématique dans les acquisitions, c'est important à un moment donné de les séparer et d'accompagner au mieux celui ou celle qui va être justement en difficulté, en souffrance. Mais oui, oui, il y a des moments où, notamment à l'adolescence, ça va se traduire aussi par rapport au groupe de pairs, par exemple au groupe d'amis, où effectivement on va observer qu'il y en a un qui va être plus dans des groupes et l'autre il va en être exclu. Ça, c'est des choses qu'on peut vraiment observer, qu'on peut observer chez les couples. Pas chez tous, parce qu'il y en a pour qui la séparation elle est évidente. J'ai accompagné des fratries pour lesquelles les deux enfants ne s'entendaient pas du tout. Donc c'était évident de les séparer et c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. La séparation n'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce qu'après, c'est souvent nous en tant que parents où on va avoir des projections, nos propres peurs en fait, qui vont faire que oui, mais les pauvres quand même, etc. Les enfants ont une super résilience, ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable. Et je pense qu'il faut aussi leur faire confiance et leur faire confiance tout simplement. Est-ce que justement il y a des différences Mm. dans ces dynamiques relationnelles si c'est des jumeaux monozygotes ou des jumeaux dizygotes? Est-ce que toi tu as observé des différences? Alors, j'ai pas tant observé plus de différences que ça. Donc,
Dans les travaux américains, avec des gros chiffres, sur les études, des grosses études quantitatives, il ressortirait qu'effectivement, il y a des différences entre les monozygotes et les dizygotes dans la qualité des relations qu'il va y avoir entre eux. Où les monozygotes auraient des relations plus chaleureuses et les dizygotes des relations un peu plus conflictuelles. Dans l'étude que j'ai menée, donc la seule étude française qui porte vraiment sur les relations entre les frères et sœurs âgés entre 3 et 5 ans, donc j'avais interrogé 71 familles. Donc j'avais interrogé les mères, les pères et les 2 enfants sur les pratiques éducatives et sur la qualité des relations gémellaires. Et j'ai suivi aussi pendant 1 an 5 familles où je suis allée au domicile de ces familles-là à 3 temps où j'ai interrogé pareil les mères, les pères et les 2 enfants. Donc c'était une approche un peu plus qualitative. J'ai pas tant observé de différence si c'est des monozygotes ou des dizygotes. Là où va y avoir des différences, c'est plus en termes identitaires, parce que les monozygotes se ressemblent évidemment énormément. Pour les familles, pour les personnes qui sont très proches, ils vont vous dire, bah non, pas du tout, ils sont très différents. On voit bien que lui, il a les pommettes plus relevées, on voit bien que lui, il a ce petit grain de beauté. On voit bien que pour les parents, non, il y a une très très grosse différence. Mais c'est vrai que pour l'entourage, c'est pas le cas. Donc c'est plus là où il y a quelque chose à jouer, je pense, pour les parents, d'aider l'entourage, les enseignants à différencier les enfants qui se ressemblent énormément. Et je pense que les différences, elles sont plus à ce niveau-là, chez les monozygotes et les dizygotes, plutôt qu'en termes de relations. C'est ça, arriver à trouver sa place aussi physiquement quand Ça. ce duo se ressemble énormément. C'est ça. Parce que pour eux, ils se ressemblent pas du tout, ils se trompent pas entre eux, notamment quand il y a 3 enfants. J'ai accompagné une famille, justement j'ai interrogé des parents de triplés où il y avait des triplés monozygotes, donc 3 petits garçons identiques. Pour eux, ils se trompent jamais entre eux. Il y a jamais de différence. Pour eux, ils savent exactement qui est qui. Mais c'est vrai que pour l'entourage, et systématiquement, il y a des erreurs. Donc ça leur renvoie systématiquement, vous êtes un peu comme une unité en fait. Et ça, je pense que c'est hyper important d'arriver très tôt à trouver des petits tips, des petites choses pour pouvoir aider l'entourage. Donc ça peut passer notamment par des choix de couleurs, notamment chez les triplés, par exemple, ou même chez les jumeaux. J'avais un petit garçon, donc il y en avait un des 2 qui s'appelait Jules, et il habillait souvent en jaune. J pour Jules, J pour jaune. Comme ça, au moins, ça permettait, dès le matin pour les enseignants, de savoir qui était Jules et qui était l'autre, en fait. Comme ça, au moins, c'est des petites choses comme ça, mais qui vont aider l'entourage et qui, forcément de manière un peu indirecte, vont aussi aider les jumeaux, finalement, à se différencier, à aider à se différencier. C'est plus sur ça, je pense qu'il y a des choses à faire, plus que sur par rapport à leur relation. Est-ce que les monozygotes sont plus proches, les dizygotes sont... Parce que ça, j'ai pas tant observé, en fait. Ça marche. J'ai un peu la même question, mais là surtout sur justement le sexe des enfants. Est-ce que quand ils sont du même sexe ou de sexe opposé, ça joue aussi un rôle dans cette construction identitaire ? Oui, clairement, c'est beaucoup plus facile pour des jumeaux mixtes, des zygotes mixtes de trouver cette place-là, parce que justement, un garçon, une fille, alors là, c'est vraiment un petit couple en plus, donc il y a des choses qui peuvent se jouer finalement dans les projections, notamment quand il y a un couple hétéroparental en face, d'avoir ces projections maman, papa, enfin voilà, il y a tout ça qui se joue aussi pour eux en plus, mais pour eux, c'est évidemment plus facile parce que chez la petite, même si on est moins dans les stéréotypes aujourd'hui, mais même en voulant s'extirper des stéréotypes, ce qui est intéressant chez les dizygotes mixtes, c'est qu'il va y avoir des environnements de jeu différents, beaucoup plus faciles à mettre en place. Par exemple, chez des jumelles, par exemple, chez des jumeaux garçons, si les 2 aiment les voitures, ça voudra dire qu'il y aura plus de voitures à la maison, par exemple, ou que ce soit des garçons ou des filles, hein, peu importe. Mais chez les dizygotes mixtes, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, ils vont avoir les uns et les autres leur environnement bien spécifique, et ils pourront avoir encore plus de jeux à la maison qui pourront permettre plus d'identification ou pas, en fait. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux, d'autant plus qu'ils vont pas forcément se ressembler. Oui, c'est ça. Je pense aussi que, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais justement, tous ces jeux qui, malgré tout, restent aussi un peu genrés, et nous aussi, en tant que parents ou entourage, on a tendance à offrir ces jouets un peu genrés. Forcément, quand on a 2 garçons, on se retrouve avec, comme tu dis, une montagne de voitures face à nous, et forcément, ça les aide ça les aide pas, justement, à se différencier, etc. Alors que quand on a une fille, un garçon, ce sera un poupon pour la petite fille, et justement, les voitures pour les petits garçons. Donc, forcément, un peu plus naturellement, ils vont chacun aller explorer d'autres voies.
C'est ça. Et finalement, si par exemple on peut avoir des parents réticents, par exemple, à offrir des poupons à leurs garçons, ça peut arriver, hein, dans les fratries mixtes, ça permet aussi d'avoir malgré tout plus accès finalement à ça. Après, ce qui peut être observable aussi, et ça ce que j'ai quand même bien observé là par contre chez quasiment tous les jumeaux que je suis, même chez les de même sexe, c'est que les parents expliquent systématiquement qu'en termes de tempérament, les enfants sont très différents. C'est que très rapidement, j'avais une maman qui me disait que même déjà in utero, elle arrivait à percevoir un des deux bébés beaucoup plus moteur que l'autre beaucoup plus calme. Et ça, on peut observer chez les mamans qui le perçoivent, c'est pas systématique, hein, mais chez les mamans qui le perçoivent, c'est à la naissance, on trouve une sorte de continuité de ce qu'il pouvait y avoir in utero. Donc très rapidement, les jumeaux, moi ça c'est une des choses que j'ai observé vraiment dans ça par contre systématiquement, cette capacité à être différent. Alors je sais pas si c'est parce que les parents aussi ont ce besoin de dire oui mais on voit bien qu'ils sont différents et c'est rassurant et que c'est quelque chose que les enfants très tôt font pour aussi se différencier, ou bien est-ce que c'est une question de tempérament, c'est quelque chose qui est inné et qui fait que on arrive avec des tempéraments très différents l'un de l'autre, mais c'est très marqué chez les jumeaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé très 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 massivement chez quasiment et aussi chez les triplés. Ça marche, ouais. Justement, pour les triplés ou même des fratries avec plus d'enfants, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques, des problématiques peut-être supplémentaires, éventuellement des enfants qui seraient rejetés, mis de côté par rapport aux deux autres, ou voilà, est-ce qu'il y a d'autres problématiques en plus de cette relation un peu de duo comme on a pu explorer avec les jumeaux? Oui, alors chez les triplés, moi, ce que j'ai pu observer, alors après, bon, je peux pas dire parce que il n'y a pas d'études scientifiques, donc je reste toujours très, là, j'utilise quand même des choses un peu avec parcimonie parce que pour pouvoir aussi proposer des modèles ou proposer dire aussi comment ça fonctionne, il faut du nombre et il faut quand même malgré tout avoir du nombre, du quantitatif. Donc là, moi, je vais juste m'appuyer sur ce que j'ai observé chez les familles que j'ai interrogées. Donc ça reste à prendre aussi quand même avec pas prudence, mais voilà, c'est pas généralisable en tout cas. Chez les triplés, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait dans la fratrie des choses ce que j'appelais le 2 plus 1, c'est-à-dire que il y en a deux qui vont se rapprocher et un qui va s'exclure un peu, mais que c'est des moments qui vont être bénéfiques pour eux. Et ces 2 plus 1, ça tourne. C'est des choses qui sont intrinsèques, qui sont tacites dans le trio. Et en fait, il y a des moments où il y en a deux qui vont vouloir être ensemble et un qui va vouloir être un peu tout seul. Par exemple, j'ai beaucoup de parents, dans ce que j'ai interrogé, les parents de triplés m'expliquaient. Par exemple, il y en a un qui veut dormir tout seul et les deux qui veulent dormir ensemble. Et en fait, ça tourne. Et ça tourne. C'est donc favoriser ça. Lui, il a un peu besoin d'être seul, il va être seul. Et les deux autres, ils ont envie d'être ensemble. C'est ok en fait. C'est aussi des fois, on est un peu rigide sur, ça c'est ta chambre, ça c'est ta chambre, ça c'est ton lit, ça c'est ton lit. C'est aussi, les laisser aussi fonctionner, laisser fonctionner. Et ça peut s'observer quand il y a des jumeaux et un autre enfant aussi, un autre frère ou une autre sœur. Oui, justement, j'allais venir sur cette un peu dynamique de trio, mais aussi avec d'autres membres dans la fratrie, en plus de ce duo de jumeaux. Moi, je sais que ma fille, par exemple, elle est très rapprochée en âge de ses frères, donc j'observe bien ce système de duo un peu rotatif dont tu viens de parler. Mais elle a aussi ce sentiment d'être un peu toute seule de temps en temps, notamment justement sur ce qui est de la chambre, parce que du coup ses frères partagent leur chambre, je partage la chambre avec leur papa, et du coup elle est toute seule dans sa chambre, et du coup elle nous dit souvent qu'elle est toute seule, alors que nous on a la chance entre guillemets d'être toujours deux, les uns et les autres. Comment faire pour justement que les autres membres de la fratrie trouvent aussi leur place face à un duo ou un trio, sans qu'il y ait de jalousie ou un sentiment d'exclusion de leur part? Alors, ça c'est pareil. La question en fait des autres enfants dans la fratrie, il n'y a pas d'études scientifiques en fait sur cette position-là. Moi, ça m'arrive d'accompagner ses autres frères et ses autres sœurs. Ce qu'on peut observer, c'est que déjà l'écart d'âge va énormément jouer, parce que s'il y a un grand écart d'âge, comme quand il y a un aîné et un cadet qui arrive, en fait, plus il y a un écart d'âge et plus l'aîné va pouvoir trouver finalement sa place, parce que du coup, lui, il va avoir ses amis, il va avoir ses lieux ressources finalement, et pouvoir être fier aussi de dire j'ai un petit frère, une petite sœur, ou être clairement jalouse de l'arrivée du petit dernier.
Mais en fait, je pense qu'en fait, c'est de toujours essayer de veiller à ce qu'il y ait toujours pareil cet équilibre. Est-ce que, par exemple, l'aîné va faire alliance toujours avec un des deux jumeaux ou est-ce que ça tourne? Si ça tourne, c'est OK. Parce que c'est un équilibre en fait qui va se faire. Il y aura des jours où ben, on aura plus envie d'être avec un de nos frères ou un de nos sœurs parce qu'il est même mieux réveillé, que l'autre il est pas bien réveillé, qu'il est désagréable, qu'il crie, qu'il est pas content. Donc on n'a pas forcément envie de passer du temps avec lui, mais par contre l'autre qui est plus calme, on a envie d'être avec lui. Par exemple, c'est un exemple, hein, mais il faut voir si ça tourne. Si effectivement il y en a toujours un qui est mis en difficulté, qui est toujours exclu, encore une fois, c'est là où ça peut être un peu plus problématique. Après, ben, ça peut être aussi, ben, ok, là, par exemple, pour l'exemple que tu donnes, ben, par exemple, si votre aîné se dit, ben là, moi, j'ai pas envie de dormir toute seule, est-ce que c'est ok de poser un matelas, par exemple, je sais pas, le week-end ou de temps en temps dans la chambre des sœurs ou du frère, ou de dire, ben en fait, ce week-end, c'est tout le monde dort dans la même pièce et on voit, en fait, c'est proposer ça aussi, c'est proposer de en fait, être parent, et je pense que là où c'est hyper important, c'est d'être toujours créatif. Ça, je pense que c'est une clé et de pas s'installer dans des croyances que, ben non, toi, ta chambre, elle est là, ta chambre, elle est là, et que ça peut pas bouger, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est d'être créatif et de voir aussi en fonction de qu'est-ce qui est à mener. Alors, oui, ça demande encore une fois une charge mentale supplémentaire, mais je pense que ça, c'est hyper important de se dire, ok, toi, tu veux dormir avec ton frère ou ta sœur, comment est-ce qu'on peut faire, en fait? C'est de trouver des compromis pour que tout le monde arrive à trouver sa place, finalement. Pour en revenir du coup à ton accompagnement à toi, si justement les personnes qui nous écoutent là veulent te retrouver, éventuellement être en consultation avec toi, est-ce que toi tu reçois uniquement en cabinet? Est-ce que tu reçois aussi en visio? Comment est-ce que voilà justement on peut faire appel à ton savoir et à tes connaissances? Alors, c'est vrai que évidemment, en tant que psychologue, moi je préfère évidemment le présentiel parce que, il y a rien de mieux que de consulter, enfin d'être face à la personne. C'est vrai que je suis amenée à consulter, à être sollicitée par des personnes qui me sollicitent un peu partout en France. Donc évidemment, ben, on va pas faire forcément du présentiel. C'est vrai que j'aime bien au Mm. moins que la première consultation se fasse en présentiel si c'est possible. Après, on peut ajuster aussi en visio, ça se fait aussi, hein, il n'y a pas de. Mais c'est vrai que je trouve que pour alors, les enfants en visio, c'est pas possible. Ça, clairement, Ouais. ça c'est non. Ça, c'est pas possible du tout. Après, l'accompagnement parental ou voilà, ça, je peux le faire en visio évidemment, même si le présentiel reste quand même plus chouette, quoi. J'imagine. Est-ce que j'imagine aussi qu'il y a très peu de professionnels comme toi qui sont Oui, spécialisés sur cette question des multiples? oui, En France, oui, tu dois être une des seules. oui, 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 tout à fait, oui. Et c'est pour ça que je suis souvent sollicitée d'un peu partout en France et que j'interviens aussi beaucoup, notamment dans les associations Jumeaux et Plus, Oui. faire des conférences ou voilà, oui, je suis pas, on est très peu nombreux à faire ça. Donc évidemment, en tout cas, la recherche que j'ai menée sur sur les pratiques éducatives parentales et sur la qualité des relations gémellaires, c'est la seule qui existe à ce jour en France. Justement, ça va peut-être en aider certains dans quelques mois Oui. quand tu sortiras ce projet-là. Est-ce que tu peux nous parler du coup du projet de livre que tu es en train d'écrire? À qui est-ce qu'il va s'adresser et qu'est-ce qu'on pourra trouver dedans? En fait, donc quand j'ai rédigé ma thèse, donc c'est vrai que quand on rédige une thèse, donc une thèse de doctorat, c'est évidemment à visée scientifique. Donc c'est pas très lisible quand on est parent de jumeaux. Enfin voilà, c'est un peu lourd, c'est un peu chargé, avec des attentes et une rigueur assez lourde, avec beaucoup de chiffres, etc. Donc j'ai voulu en fait de rendre ce travail de thèse accessible parce que pour moi c'est bien évidemment de s'appuyer sur la science pour pouvoir aussi proposer des choses et pas partir sur une expérience, etc., de consultation ou sur juste quelques situations. Donc j'ai souhaité en fait vulgariser ce travail de thèse pour le rendre accessible notamment aux parents de multiples, pour pouvoir justement permettre d'avoir une sorte de ressource à partir du moment où on apprend qu'on va avoir des jumeaux et sur l'accompagnement sur les premières années. Donc ce livre, il est essentiellement à vocation de parents de multiples, mais on peut aussi, il pourra probablement servir aussi à des professionnels si besoin, ou toute personne qui s'intéresse aussi à cette question de la gémellité. Donc en fait, il traite en fait de tout ce qui est lié aux pratiques éducatives parentales des jumeaux,
tout ce qui est lié à la qualité de la relation gémellaire entre les enfants jumeaux. J'ai interrogé des familles de triplés parce qu'ils sont trop souvent oubliés, donc j'ai aussi mené les entretiens que j'avais menés en fait avec les parents de jumeaux. J'ai mené les mêmes entretiens avec les parents de triplés que j'ai analysés avec nos logiciels, etc. pour pouvoir faire une analyse assez fine de ce qui ressortait. J'ai pas fait sur les quadruplés. Parce que c'est déjà difficile de trouver des parents, donc c'est quand même compliqué. Donc là, pour l'instant, je m'en suis tenue aux jumeaux et aux triplés. Et il y aura une partie que j'ai appelée donc une foire aux questions, avec toutes les questions qui me sont régulièrement posées, auxquelles j'y réponds, et pour essayer voilà, de traiter un large panel de sujets qui me sont le plus souvent posés. Et voilà. C'est génial, c'est hyper intéressant parce que justement des livres sur les jumeaux, il y en a plein, mais c'est beaucoup des livres qui expliquent la grossesse, un petit peu l'organisation, mais justement très organisationnelle et très concrète sur les premiers mois, les premières années, mais pas grand-chose non plus sur la relation entre les deux, comment, et puis le ressenti, les émotions, déjà justement sur ce choc quand on apprend qu'il y a des jumeaux, et puis après sur comment faire grandir un peu ce duo de jumeaux, donc c'est hyper intéressant et j'ai hâte de pouvoir le découvrir dans quelques mois. Merci. Il est en cours et voilà, j'ai essayé tout au long en fait du livre de reprendre en fait des verbatim, des témoignages des parents pour illustrer, pour essayer de donner au maximum d'exemples pour que aussi voilà, que ça puisse parler au maximum de parents. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.